Ce mardi 4 décembre 2018, le temps a été donné au lancement de la campagne électorale à Madagascar. Ceci pour le second tour de la présidentielle 2018. Un second tour qui opposera les deux anciens chefs d'État en tête du premier tour, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Certains de leur victoire, les deux prétendants de la magistrature suprême malgache ont commencé leur campagne dans le centre du pays avec une cérémonie religieuse. D'un côté, Marc Ravalomanana s'est adressé à quelques centaines de ses partisans après le culte. Dans son allocution, celui-ci a mentionné qu'il reprendrait bientôt sa place de président et invite ses partisans à croire en lui. De l'autre côté, Rajoelina a déclaré être prêt à sauver Madagascar. Il indique par ailleurs qu'il a été envoyé par le peuple malgache et Jésus-Christ. Ceci pendant une messe organisée à Ampéfi, localité située à l'est de la capitale, Antananarivo. Selon les médias locaux, 2 débats télévisés sont programmés pour les candidats. Le premier aura lieu ce vendredi 7 décembre 2018 et le second le dimanche 16 décembre 2018, soit 72 heures avant la fin de la campagne présidentielle pour le second tour. Déjà, il faut dire que c'est la première fois que les deux protagonistes de la crise de 2009 s'affrontent dans les urnes. Au premier tour, faut-il le rappeler, Andry Rajoelina a totalisé un score de 39,23% de voix, tandis que son rival a enregistré 35,35%. La présidente estonienne Kersti Kaljulaid est depuis ce 4 décembre 2018 à Cotonou, la capitale du Bénin. Elle y est dans le cadre d'une visite officielle qui vise à dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays. À cette occasion, un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux États devrait être signé entre les deux parties. Les deux pays entendent aussi parvenir à un contrat sur la mise en œuvre du cadre d'interopérabilité XROB entre l'e-gouvernance Académie de Tallinn et le ministère béninois de l'économie numérique et de la communication. La présidente estonienne, qui effectue une visite de travail de 72 heures à Cotonou, profitera de son séjour pour animer une conférence sur l'importance du numérique dans le développement d'une nation et ira à la rencontre des opérateurs économiques béninois. Cette visite de la présidente estonienne est la première du genre depuis l'établissement des liens diplomatiques entre le Bénin et l'Estonie en 1991. Pour rappel, le président béninois Patrice Talon s'était rendu en Estonie pour une visite également d'amitié de travail le 13 décembre 2016. En prélude à l'élection du président du Conseil malien du Gabon qui se tiendra le 9 décembre prochain, le Rassemblement des jeunes maliens du Gabon a tenu ce 3 décembre à Libreville une réunion au thème de laquelle tous les jeunes maliens vivant dans ce pays en général et particulièrement les ressortissants de la région de Koulikoro ont investi leur président M. Mamadou Merry Diawara comme candidat à cette élection. Le vice-président de ce rassemblement, M. Koulibaly Bandougou, décline ici les raisons de ce choix et les perspectives d'avenir. Aujourd'hui, je peux dire, ici au Gabon, la situation a pris une nouvelle ampleur puisque la jeunesse a pris son destin en main, déposé une candidature à l'élection du Komaga, Conseil malien du Gabon. Et la confiance a été mise au président Mamadou Diawara Diméré pour représenter la région de Koulikoro au sein de Komaga. Et le 9, il y a l'élection du président de Komaga. Donc tout le monde est invité. On appelle toutes les régions à se rejoindre à la région de Koulikoro pour qu'ensemble nous faisons face à notre destin. Le président candidat, M. Mamadou Merry Diawara, n'a pas manqué d'exprimer sa joie pour la confiance placée en lui, tout en lançant un vibrant appel à l'endroit de toute la jeunesse malienne du Gabon. Ce soir, je suis vraiment fier de les gens de région de Koulikoro qui ont donné la confiance à la jeunesse de participer à l'élection de Komaga. Fait l'appel à tout le monde que l'union fait la force. On a qu'à souder la jeunesse. Aujourd'hui, la confiance qu'on m'a donnée, on a donné à toute la jeunesse. Ce n'est pas seulement
la jeunesse de Kouloukoro qu'on a donné, on a donné cette confiance à toute la jeunesse du Mali qui réside au Gabon. Je dis merci à toute la jeunesse. L'union fait la force. La porte est ouverte pour toute la jeunesse pour qu'on puisse développer notre pays, avancer ensemble. Nous pouvons dire ici sans risque de se tromper que la jeunesse malienne soucieuse du bien-être des siens avait un candidat chevronné tel que Mamadou Méré Diawara en ce qui concerne le changement et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le président soudanais Omar Béchir se rapproche d'un autre mandat. Ceci après que la majorité des législateurs ait soutenu un amendement constitutionnel visant à prolonger sa durée au pouvoir. En vertu de la loi en vigueur, Béchir devrait se retirer en 2020 car il ne pouvait pas prétendre à la présidence après avoir purgé une limite de 2 mandats et fixée par un autre amendement constitutionnel de 2005. Mais le président du Parlement a déclaré qu'il a reçu une lettre signée par une majorité de législateurs soutenant un amendement qui étendrait la limite. Il s'agit d'un mémorandum de 33 partis représentant 294 députés pour modifier la Constitution en ce qui concerne le nombre de fois où la candidature du président est autorisée. Le président du Parlement compte respecter les dispositions constitutionnelles et légales ainsi que les réglementations nécessaires pour débattre de ces amendements. Le Parti du Congrès national au pouvoir a annoncé plus tôt cette semaine qu'il proposait la candidature de Béchir à la présidence de 2020. Béchir, un islamite et ancien officier de l'armée, est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Il a remporté les élections de 2010 et 2015 après la modification de la Constitution suite à un accord de paix avec les rebelles du sud du pays qui ont ensuite fait sécession pour former le Soudan du Sud. L'opposition soudanaise, quant à elle, a déclaré que Béchir devait améliorer l'image de son pays à l'étranger et attirer des investissements et une aide cruciale. Le système judiciaire sud-africain a un nouveau visage. Shamila Batohi a été désignée le 4 décembre 2018 procureur général. Première femme à occuper ce poste, la nouvelle procureure succède à Sean Abrahams, surnommé Sean le Mouton, pour sa proximité présumée avec l'ancien président. La nomination de Shamila a été faite à l'issue d'un processus de recrutement diffusé en direct à la télévision. Et cette procédure, selon le gouvernement, répond à une volonté de montrer la détermination de l'exécutif à combattre la corruption. La procureure hérite ainsi d'une justice tournée vers la lutte contre la corruption avec des dossiers brûlants, notamment celui de Jacob Zuma, assailli par une pile d'accusations de corruption. Pour beaucoup de Sud-Africains, lui et ses proches ont longtemps été protégés par la justice. Une image que son successeur, Cyril Ramaphosa, espère désormais changer. Il faut souligner que depuis son élection à la tête du pays, la lutte contre la corruption est l'une des priorités de Ramaphosa. C'est une dame au grand cœur qui a décidé de consacrer toute sa vie à la cause des prisonniers. Artiste musicienne qui fait dans le gospel, elle a décidé de donner sa vie à Dieu et consacrer son talent pour ceux-là qui ont perdu leur liberté. Le 30 novembre 2018 à Yaoundé, dans un hôtel de la ville, elle a organisé toute une soirée pour collecter des fonds en vue de continuer sa tournée dans les différentes prisons du Cameroun. Elle s'appelle Baraka. L'une des motivations premières d'un rendez-vous comme celui-ci, c'est d'abord de donner de la visibilité à cette population qui vit dans l'ombre, qui vit, je ne vais pas dire dans le cachot de la mort, mais dans un cachot quand même, et puis qui est victime de condamnation, de rejet et souvent d'oubli, alors que c'est une population qui en même temps vit dans une très grande souffrance. On ne peut pas plaindre ceux qui ne font rien ou ceux qui ne sont pas sensibles. Je pense que c'est parce que beaucoup n'ont pas eu accès à ces milieux-là. Et que peut-être que l'une des choses à faire serait de leur présenter ce monde qui est plus ou moins méconnu de la population libre. Avec son talent,
et les bonnes volontés sur tous ses parents à qui elle a rendu un vibrant hommage au cours d'une soirée. Elle dit que son choix, sa raison de vivre, c'est pour rendre un sourire à ceux-là même qui sont derrière les barreaux. Dans une histoire qui la touche personnellement, puisque ses propres parents, notamment son père, à la suite d'un malheureux incident survenu en 1989, s'est retrouvé en prison. Dans l'injustice, selon elle, mais aussi elle pense que quand on croit en Dieu, tout est possible et qu'il faut continuer l'engagement et le combat pour la liberté et surtout le bonheur de ceux-là même qui, à un moment donné de la vie, peuvent penser que Dieu leur a tourné le dos. C'est donc le combat d'une vie qui va se poursuivre dans d'autres prisons du Cameroun, la prochaine étape étant celle de la prison principale d'Unfu, à quelques kilomètres de Yaoundé, et puis plus tard encore, Ebolova. Elle a décidé de faire la grande tournée, elle qui aura reçu des récompenses dans son action humanitaire aux États-Unis d'Amérique. Baraka, la dame au grand cœur, la belle voix qui chante pour Dieu et pour le bonheur des prisonniers. Ce 4 décembre 2018, la Commission nationale des équivalences, qui siège à l'École normale supérieure de Yaoundé, a abrité les 89e et 90e sessions de cette commission. Sur la table, on retient que 3206 dossiers provenant de 103 institutions réparties dans 32 pays ont été étudiés. Et pour ces sessions, 3444 équivalences ont donc été accordées pour 44 diplômes déclarés faux, dont 41 baccalauréats, un bachelor, un master et un diplôme de BEPC. On note aussi des rejets, 18 au total, pour des raisons diverses, allant des titres propres de l'établissement, de la formation délocalisée ou encore non autorisée, la mise en instance pour complément d'information, des diplômes antérieurs aux diplômes déclarés non conformes ou encore d'autres pour absence d'équivalence tout simplement. Et c'est le secrétaire général de ce département ministériel qui a présidé les travaux en lieu et place du ministre de l'Enseignement supérieur. Et pour cette année qui s'achève, c'est-à-dire l'année 2019, on retient que la Commission nationale a accordé pas moins de 5000 équivalences des diplômes obtenus à l'étranger. C'est dire que l'année 2019 qui va commencer risque d'être une année de tout repos. C'est aussi dire qu'il faut reconnaître que le travail a beaucoup été amélioré au sein de cette commission qui désormais utilise une application pour étudier les dossiers, même à distance. Bekale Obiang Celestino Bonifacio, le ministre du Travail et de la Promotion de l'Emploi et de la Sécurité sociale de la République de Guinée équatoriale, était reçu en audience le 3 décembre 2018 par son homologue camerounais Grégoire Oona. Une audience qui était en effet l'inauguration d'une visite de travail de 5 jours que le membre du gouvernement équato-guinéen doit effectuer au Cameroun, le pays de Paul Biya. Il faut dire que cette visite entre dans le cadre de la coopération internationale avec l'Organisation internationale du travail. Ces programmes de pays travail décent sont les priorités que les pays identifient, qui sont basées normalement aussi sur les priorités du pays, les plans de développement nationaux permettant ainsi d'avoir un accompagnement en termes de conventions ou de normes de travail pour créer cet espace où il y a le dialogue social, où il y a la protection sociale, où il y a un environnement créateur d'emplois décents et où les normes en matière de travail sont respectées. Une visite qui traduit donc dans les faits la volonté de la Guinée équatoriale pour la protection du travail, l'amélioration du cadre normatif. Dans l'agenda aussi, on note un certain nombre de visites de certaines entreprises et autres structures. Au cours de celles-ci, on aura donc des séances de travail, notamment au Bureau international du travail de l'OIT, au CRADAT, à la Caisse nationale de prévoyance sociale et au Fonds national de l'emploi. Il sera ici question notamment
d'approfondir et de partager les expériences entre les deux parties pour une bonne coopération dans ce secteur. Les discussions sur le Sahara occidental reprennent ce mercredi 5 décembre 2018 au Palais des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Sous la houlette de l'ONU et particulièrement de son envoyé Horst Köhler, les discussions mises à mort depuis 2012 pencheront sur la demande d'indépendance émise par le Front Polisario, un mouvement politique et armé sahraoui. Depuis le retrait de l'Espagne en 1976, ancien colonisateur du Sahara, cette zone située au sud du Maroc et à la frontière avec la Mauritanie et l'Algérie est à 80% contrôlée par le Maroc. C'est ce qui ressort d'une note d'information de l'ONU. Toujours en 1976, le Polisario a proclamé une république arabe sahraoui démocratique. Rejetant toute solution contraire à une autonomie sous sa souveraineté, le royaume chérifien invoque la nécessité de préserver la stabilité régionale. En guise de rappel, les 80% du territoire du Sahara occidental, contrôlé par le Maroc, sont dotés d'un sous-sol riche et d'une importante distance kilométrique riche en poissons. Les gilets jaunes ne décolèrent toujours pas, et ce, malgré la décision prise par le gouvernement français portant sur la suspension d'une hausse contestée des taxes sur les carburants, mais aussi un gel des tarifs du gaz et de l'électricité. Aussi, l'exécutif a promis de ne mettre en application aucun durcissement du contrôle technique des voitures avant l'été. Généralement pas convaincus des propositions faites par le gouvernement, les gilets jaunes promettent de poursuivre leur mobilisation. Jour après jour, leur nombre augmente. Aujourd'hui, ils forment un cocktail de professions qui ont chacune leurs propres revendications. On peut citer les agriculteurs qui sont contre la hausse des taxes ou des redevances spécifiques à leur profession. Les transporteurs routiers, quant à eux, se focalisent sur la défense du pouvoir d'achat, récemment plafonné sur les heures supplémentaires. Et puis, les ambulanciers font également partie de ce cocktail. Ceux-ci s'opposent à une réforme du transport sanitaire et le secteur des travaux publics voulant conserver les avantages sur le gazole. Pour finir avec la liste, les lycéens sont contre la réforme du bac, les étudiants contre le Parcoursup et les retraités pour leur pension.